Elle a pris votre pièce, ne partez pas. La voix venait d'en bas, poussiéreuse, tendue comme une corde qu'on tire trop fort. Dans le hangar, le son fendit l'air plus net que tous les moteurs au ralenti, plus net que la respiration retenue d'un homme qui a tout à perdre en 1 heure. Un garçon, un gamin de la rue, la main serrée autour d'un petit disque métallique à moitié brillant, tenait droit le regard sur l'homme le plus pressé de la ville, Alexandre. Autour d'eux, le hangar était une île de lumière froide dans la ville grise. L'hélicoptère gisait sur son train d'atterrissage, immobile, comme une bête blessée. Les hélices reposaient, pesantes, et un silence de machine arrêtée semblait aspirer le bruit du monde extérieur, klaxons lointains, voix qui s'éloignent, la pluie possible sur les toits. L'odeur d'huile chaude, de carburant et de métal froid flottait. Des techniciens circulaient, mains dans des blousons, voix feutrées, échangent des regards qui disaient « Impossible, on a tout essayé ». Alexandre, en costume sombre malgré la poussière du lieu, tenait son téléphone en main. Son visage, sous la lumière dure, trahissait un mélange de colère et de désarroi. Ses yeux revenaient sans cesse sur le chronomètre invisible de son esprit. L'heure d'une réunion capitale, des engagements, des contrats qui se signent si tout se passe bien. Son compte à rebours n'était pas seulement professionnel, il sentait la fragilité de sa réputation. Dans sa main, le téléphone vibrait encore avec la voix d'Anna, sa femme, exigeante et glaciale, qui attendait des résultats et des explications. À cette attente se superposait une peur plus intime, celle de perdre le contrôle. Enrique, le pilote, s'appuyait contre le fuselage, bras croisés, visage fermé. Il avait ce calme faux des gens qui savent qu'ils peuvent manipuler une situation. Irrémédiable, avait-il dit un peu plus tôt, d'un ton qui ne laissait pas place à l'espoir. Le mot était tombé comme un coup près. On aurait pu croire qu'il était simplement fatigué. En réalité, il semblait peser chaque syllabe comme on pèse une pièce dans une poche. Le garçon, couvert de poussière, comme s'il avait toujours vécu entre la terre et les tôles, n'était pas un mendiant selon la haineux cliché qu'on se fait parfois des pauvres. Il avait des mains fines, des doigts qui connaissaient le monde des ajustements minuscules. On devinait cela à la façon dont il présentait le petit disque d'un geste assuré. Il posa la pièce sur une table métallique, fit glisser le regard d'Alexandre à Henrique et répéta avec une insistance qui ne laissait pas place au doute « Elle a pris votre pièce, ne partez pas ». Silence. Les lèvres d'Alexandre se contractèrent. On eût dit qu'un petit tremblement parcourait son corps, une forme d'incrédulité plus que d'alarme. Les yeux des techniciens cherchèrent une fermeture de l'hélice, un fusible, un cliquetis manquant. Mais l'explication qui venait d'une bouche aussi improbable fit basculer quelque chose. Si c'était vrai, si cette petite pièce manquante avait été détachée volontairement, tout changeait. Le garçon, Juligno, ne savait pas parler la langue des salles de réunion ni manier le regard des PDG. Il savait, en revanche, reconnaître l'utilité d'un objet, sa place exacte dans un mécanisme. Il l'avait appris sur des bancs improvisés, au bord d'une rivière, sous un pont où le bruit de la circulation faisait office de mer. Il l'avait appris avec João, son père, un homme que la ville avait classé parmi les perdants, mais qui avait autrefois pris les cieux pour métier. Alexandre porta la main à sa bouche, hésita, puis, malgré lui, fit un pas vers le garçon. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous » Sa voix, d'abord sèche, perdua un peu de sa certitude. Henrique, lui, se raidit. Son regard glissa, fuyant. Dans la pénombre du hangar, on sentit que quelque chose d'autre que le moteur était en panne, la confiance. Avant que la tension n'explose, une main gantée se posa sur l'épaule d'Alexandre. C'était l'un des techniciens, un homme patient, au regard usé. « Peut-être qu'on devrait voir ce qu'il a », souffla-t-il. Alexandre prit une longue inspiration. Les stylopoints de la réunion l'appelaient, mais une toute petite voix dans sa mémoire lui rappela qu'il n'avait jamais aimé l'idée de partir sans avoir compris. Et puis, il n'avait aucun autre moyen plausible pour être à l'heure. C'est alors qu'une vibration plus insistante résonna dans le téléphone d'Alexandre. L'écran affichait le nom d'Anna.
Il la regarda, hésita, puis coupa. Il n'avait pas besoin de la voir pour sentir son regard. Anna apparaissait dans sa vie comme une stratégie, élégante, exigeante, capable de transformer l'affection en marchepied pour le pouvoir. Mais ce soir, chez elle, la coïncidence de ses intérêts et ceux de Henrik avait des formes que l'on commençait à deviner. Julinho s'approcha doucement, sans précipitation. Il posa la pièce sur le capot latéral, la fit rouler d'un doigt jusqu'au bord et déclara, comme s'il prenait un risque, « C'est ce qu'il manque pour que la pompe prenne le bon débit. Sans ça, le circuit se désynchronise et le rotor se met à vibrer. Vous perdez le contrôle pendant 40 secondes critiques. » Les mots, simples, frappaient par leur précision. Les techniciens échangèrent un regard. Henrik, d'abord rauque, sentit ses muscles se crisper. On entendit alors la voix d'un narrateur d'une autre vie, comme un flash. Joao, autrefois costumier du ciel, volant haut, reconnu, chef d'un équipage respecté. La chute n'avait pas été soudaine dans la mémoire des vieux mécanos qui avaient connu son nom. Un incident, un accident, des accusations peut-être non prouvées, mais assez féroces pour que les assureurs se retirent et que la carrière soit clouée au sol. Joao avait fini par disparaître dans les marges. Sous un pont, un espace fait de carton et d'un vieux matelas, il gardait ses outils comme on garde des reliques. Il lisait encore des manuels de vol comme d'autres lisent des prières. Il enseignait à son fils chaque minute un peu plus à comprendre la langue des boulons et des harmonies mécaniques. On vit entre deux plans des images qui n'avaient rien du décor chic du hangar. Des pages cornées de manuels, les mains de Joao montrant une clé à molette, la patience avec laquelle il dessinait un schéma sur un vieux morceau de carton. Ces flashbacks ne glorifiaient pas la misère. Ils rataient son visage d'homme blessé, mais doté d'un cœur intact. Ils expliquaient plutôt l'origine d'une compétence. Ce n'était pas un tour, c'était un savoir transmis. Regarde comment la pièce s'emboîte, Juninho. Elle rentre comme un secret. Le garçon répétait, attentif, ses doigts apprenant le langage des tolérances, des millièmes de millimètres qui valent parfois une vie. De retour au hangar, le ton monta. Henrik, qui jusque-là avait joué la neutralité, haussa la voix. « Ce gamin ne sait pas de quoi il parle. Nous avons des spécialistes. Si c'était si simple, nous l'aurions déjà fait. » Sa réaction sentait la peur d'être démasqué. Alexandre sentit la direction du vent. Il entendit en creux les intérêts puissants qui se penchaient sur l'échec. Le regard d'Anna revenait à lui, à travers le grain du téléphone coupé. Il avait compris qu'il n'allait pas seulement perdre une réunion. Il risquait de perdre une guerre domestique. Julinho posa la main parfois hésitante sur une jante, comme pour sentir la mémoire du métal. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses phrases étaient de courtes et nettes. Il admit qu'il n'avait que des outils trouvés, que les pièces venaient de vieux moteurs. Il dit cependant qu'il pouvait tenter une vérification, que cela ne coûtait rien de regarder. On le railla. Un homme de la sécurité fit un pas comme pour l'éloigner. Les sarcasmes pleuvaient en pluie fine. Alexandre vit alors une lueur, un mélange d'orgueil et de peur, le poussant à dire « Laissez-le essayer ». Cette phrase fut prononcée contre le décorum. Elle portait à la fois une envie sincère et l'aveu d'un désarroi. Un technicien prit un tournevis et le tendit. Julinho le prit avec des doigts propres d'apprentissage, pas de luxe. Il descendit sous la carlingue, explorant des cavités où le regard des autres n'allait jamais. Les sons changèrent, cliquetis légers, respiration retenue des hommes au dehors, le frottement d'un gant sur un joint. On sentait la mécanique comme un corps qui attend d'être réveillé. Et au moment où il parut sonder la zone critique, une goutte d'huile roula le long d'une vis, laissant une trace sombre. Julinho huma l'air, flairant la piste. Sa main trouva un espace, un jeu, un écrou qui ne gardait plus l'attention d'origine. Henrik, nerveux, s'avança. « Sortez d'ici, gamin. Vous n'êtes pas censé toucher ça. » Sa voix n'était pas seulement autoritaire, elle était commandée par un cœur qui battait plus vite. Des regards se croisèrent. Alexandre observait chaque seconde le rapprochant de sa décision, de l'heure qu'il avait manquée.
Ce fut alors qu'un bruit se fit entendre, un cliquetis discret, puis un petit objet qui rejoignit le sol avec la délicatesse d'un secret. Une pièce, minuscule, rondelle usée, tomba et rebondit contre le métal. Tout se figea. Julinho la ramassa, la tint entre ses doigts et la montra comme un témoin. Les yeux d'Alexandre se braquèrent. Henrique resta immobile, mais sa mâchoire se dessina. Le temps sembla ralentir. « Voilà !» dit Julinho bas, sans triompher. « C'est celle-là, c'est ce qui manque !» Le nom de la pièce n'était pas important aux oreilles de ceux qui ne savaient pas. Pour eux, c'était seulement un petit anneau, une bagatelle. Mais pour les mécaniciens, c'était un fragment clé, semblable à une dent manquante dans une machinerie. Sans elle, le système de transmission provoque une désynchronisation, des vibrations excessives, des pertes de contrôle, au moment où la machine demande le maximum. Le schéma qu'on enseigne dans les manuels s'en rappelle comme d'une règle. Trop souvent, les grandes catastrophes tiennent à si peu. Henrique sentit la situation glisser entre ses doigts. Sa main se referma sur l'une de ses poches. Les techniciens se rapprochèrent comme des vagues. Alexandre resta immobile, le regard dur, mais l'émotion commençait à percer. Le soulagement mêlé à la rage d'avoir été trahi, à l'idée que quelqu'un ait pu jouer avec sa vie et son temps. La tension monta d'un cran. Le silence s'étira. Julinho expliqua comment la pièce était usée. Elle ne s'était pas cassée par accident, il en était sûr. Et ici, sa traduction se faisait par la façon dont le métal portait une marque, un petit filetage irrégulier, comme si on l'avait arraché avec une force soudaine. Les yeux d'Alexandre cherchèrent la vérité dans le visage d'Henrique. Le pilote tenta de sourire, mais c'était un masque qui craquait. « Vous l'avez fait vous-même » lança Alexandre, plus accusateur qu'il ne voulait paraître. « Pourquoi cette pièce serait absente ?» Henrique se détourna, fuma une réponse qu'il n'osait pas prononcer. La silhouette d'Anna, dans les souvenirs d'Alexandre, se contracta. Il se souvint de conversations à voix basse, de clins d'œil, d'un plan selon lequel l'échec servirait à renégocier des parts. On ne peut pas nommer la trahison sans preuve. Pourtant, la présence d'une main trop habile rendit l'idée plausible. Le regard d'Alexandre devint une lame. Mais Henrique n'était pas homme à admettre. Au lieu de cela, il fit un geste. Sa main se glissa dans sa veste. Tout le monde retint son souffle, sans savoir encore si c'était dramatique ou théâtral. Il sortit un petit flacon, secoua la tête, comme pour dire qu'il n'était pas responsable. Les murmures enveloppèrent le hangar. Le pilote se sentit coincé, et chose plus grave, il ressentit la peur d'être découvert. À cet instant, la scène rompit sa tension en violence. Dans un geste trop vif, Henrique sortit un objet métallique plus menaçant. Ce n'était pas un complexe geste, c'était l'instinct de quelqu'un qui croit que la force peut résoudre ce que la logique dévoile. Il pointa l'objet vers Julinho. Les sourcils des spectateurs se froncèrent. L'enfant ne recula pas. João, qui s'était penché pour regarder sa main retrouver un outil dans sa ceinture, se dressa d'un coup. Sa voix, anciennement calme, devint une tempête. « Laisse-le » On ne vit pas d'abord la scène comme un film. On la sentit. Les pas, la glissade d'un gant, le contact d'un coude contre un flanc, tout fut brut et humain. João n'était ni un héros de spectacle, ni un survivant d'action. C'était un homme qui aima son fils et qui connaît le prix d'un sacrifice. Dans l'élan, il ne chercha pas à blesser Henrique, il chercha à neutraliser la menace. Il se jeta, attrapa le poignet, et il y eut une lutte courte, rauque. On entendit un cri, le choc d'un corps contre la tôle. Un tournevis tomba, roula. La petite rondelle tomba à nouveau et roula jusque sous une caisse. Dans les limites d'un geste presque instinctif, Henrique perdit l'équilibre. Quelqu'un poussa, un coude heurta le pilote, et il heurta une étagère de pièces. Un bruit sourd, métallique, puis le silence. Henrique gisait à demi, la main vide. Il toussa. On vit le regard d'un homme qui venait de comprendre que son plan venait d'être découvert. Il tenta de se relever. Dans la panique, il chercha de l'aide dans les yeux d'Anna qui, à cet instant, n'était pas dans le hangar, mais dont la pensée semblait filtrer dans les paroles d'un coup de fil interrompu. Alexandre, affolé, s'approcha.
Il posa une main sur l'épaule de João, incertain, timide. Le geste valait plus que des mots, reconnaissance, crainte, respect retrouvé. Personne ne l'attaqua. Le silence pesa comme une sentence. Henrique, les traits blêmes, réalisa qu'il avait perdu quelque chose d'irréversible. La confiance des hommes assemblés autour d'un engin qui ne pardonne pas. Des mots sortirent enfin, maladroits. Ce n'était pas mon intention. Mais l'intention dans ce genre d'histoire pèse peu. Les indices matériels pèsent beaucoup, et la première, la petite rondelle, avait parlé. Julinho, qui tenait encore la pièce devenue preuve, la posa sur la table devant Alexandre comme si c'était une offrande. Il regarda longuement le milliardaire, puis les techniciens, puis João. « C'est tout ce que je peux montrer, » dit-il. Sa voix tremblait un peu, mais elle ne mentait pas. Les visages autour se transformaient, d'incrédules à attentifs. Alexandre ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Ce qu'il voyait ne lui plaisait pas, mais c'était clair. Le temps d'une décision, d'une sanction, d'un acte de justice restait à écrire. La police n'était pas encore arrivée. Personne ne souffla la moindre satisfaction vindicative. Au contraire, l'air avait pris la densité d'une attente. Il fallait réparer, prouver, agir vite. João, les mains encore tremblantes, se redressa. Son regard effleura celui de son fils, une transmission silencieuse entre deux hommes qui ont vécu d'assez près leur chute pour savoir ce que veut dire se relever. « On peut commencer », dit-il simplement. L'hélicoptère était toujours immobile. Le tambour d'un moteur qui ne tourne pas semblait creuser une attente. Les techniciens se mirent en mouvement, mais c'était Julinho qui, guidé par João, remonta à l'endroit où la petite pièce devait être replacée. Les gestes étaient précis, lentement chorégraphiés, comme si chaque boulon se souvenait des mains qui autrefois les serraient. Quand ils commencèrent à remonter l'assemblage, le hangar se tut. Les regards se concentrèrent sur ces deux silhouettes, l'un vieux, marqué, l'autre jeune et poussiéreux, qui redonnait vie à quelque chose que l'on croyait mort. Les mains de Julinho tremblaient légèrement, mais il gardait la solidité d'un enfant qui a appris trop vite que l'erreur coûte cher. João lui murmurait des corrections, des astuces qui venaient du temps où l'air était son royaume. Chaque geste était une prière technique. Alexandre, de son côté, sentit l'assurance revenir peu à peu. On ne peut pas contrôler le monde, mais on peut vérifier la compétence. Voir ces deux hommes travailler sutura une fissure d'orgueil. À mesure que la pièce prenait sa place, à mesure que les boulons retrouvaient leur course, la vibration du hangar changea. Ce n'était pas encore le bruit d'un moteur qui reprend son souffle, mais un frémissement d'espoir. On savait que réparer n'assure jamais le succès à coup sûr. On sait aussi que l'action est une réponse plus honnête que l'attente. La dernière vis fut serrée. Julinho recula d'un pas, regarda autour de lui. Son regard croisa celui d'Alexandre, et pour la première fois depuis des heures, le milliardaire esquissa un petit sourire, amer peut-être, mais sincère. « Si ça marche, » murmura Alexandre, « on est parti. » La phrase était à la fois un soulagement et une menace. Tout dépendait maintenant d'un détail, d'un enchaînement fragile. La tension monta encore un peu. Les techniciens se rangèrent, certains retournèrent consulter des checklists, d'autres branchèrent des câbles. João prit place dans le siège du pilote, comme s'il redécouvrait une place qui lui avait été arrachée. Sa main effleura le levier, la mémoire musculaire s'activa. Il n'avait pas piloté depuis longtemps, mais ses gestes restaient justes. Il jeta un regard vers Alexandre, qui hocha la tête, signifiant la permission mêlée d'une reconnaissance tardive. Ils firent les vérifications. Les instruments clignotèrent. Un murmure parcourut la foule. Et puis, au moment où tout semblait sur le point de basculer, où l'on pouvait sentir le battement d'ailes commencer, une porte du hangar s'ouvrit à la volée. Des sirènes se firent entendre, lointaines puis proches. La présence attendue de l'ordre civil, appelé ou non, était désormais une certitude. Mais ce fut à cet instant précis que quelqu'un glissa une main dans sa poche et qu'Anna, qui n'avait jusqu'alors été qu'un fantôme dans les conversations, appela d'une voix glacée pour savoir où en était la situation. Alexandre, encore troublé par la violence et le soulagement, ne savait plus qui tenir.
Autour de lui, les gestes se précipitèrent, la machine ronronnait doucement, prête à reprendre ce qu'on lui rendait. Joan posa la main sur le manche à balai, inspira, et Julinho enfin releva la tête comme pour voir si le monde prêtait attention à ce moment. L'histoire ne s'achève pas dans un hangar le soir même. Mais ce qui venait de se dérouler marquait une bascule, une vérité exposée, une menace neutralisée, un talent silencieux mis en lumière. Les conséquences attendraient le temps de la loi et des décisions. Pour l'instant, il restait à comprendre comment un petit morceau de métal avait pu déclencher tant de choses, et comment la dignité perdue pouvait, peu à peu, être retrouvée. Le vrombissement indiquait que quelque chose d'essentiel avait repris son souffle. L'hélicoptère, ou plutôt la promesse d'un départ, secoua le hangar d'un léger frisson. Cliquetis, jauges qui reprennent vie, un souffle qui devient cadence. Les hommes reculèrent d'un pas, comme pour laisser l'instant intact, comme si l'on pouvait écouter la machine rendre justice plus que la police elle-même. Joan posa la main sur le levier, non pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ses doigts savaient encore où aller. Le geste était humble, la conséquence immense. Des lumières bleues surgissaient maintenant au bout de l'allée. Les sirènes trouvaient la porte ouverte comme un rideau qu'on tirait. 2 voitures de police s'arrêtèrent à l'entrée du hangar, et des officiers, en uniforme, descendirent d'un pas mesuré. Ils évaluèrent d'emblée la scène. Des techniciens rassemblés, un homme au sol qui reprenait ses esprits, un garçon tenant encore la pièce comme une clé, et un autre homme, Alexandre, au regard ébranlé, oscillant entre affrontement et gratitude. L'un des policiers, un inspecteur au visage rugueux mais ouvert, prit l'initiative de stabiliser la situation. On maintient la scène. Personne ne touche à rien. Les premiers mots échangés furent pratiques. Qui a appelé? Où était la plainte? Quels faits sont constatés? Julinho tendit la pièce au policier comme si c'était un certificat. L'inspecteur la prit avec des gants, examina les marques, les filets irréguliers, l'usure. Puis il plongea les yeux dans ceux d'Henrique qui s'était relevé, pâle, ses vêtements froissés, une ecchymose sur le côté du visage. Les policiers posèrent des questions brèves et directes. Henrique répondit d'un ton fuyant, initialement confus, tentant de minimiser « c'est un incident de maintenance ». Ça arrive. Alexandre fut interrogé à son tour. Sa voix vibra quand il déposa son récit, l'urgence de la réunion, la panne, la certitude du pilote et enfin l'intervention d'un enfant qui tenait la preuve entre ses doigts. J'ai senti que quelque chose clochait dans tout ça, admit-il, non pour se disculper mais pour reconnaître qu'il avait été aveugle. L'inspecteur hocha la tête, plus méditatif qu'accusateur. Nous allons enregistrer tout cela. S'il y a des preuves de sabotage, nous enquêterons. Pendant que les policiers prenaient des dépositions, un officier plus jeune, discret, apprit qu'une femme avait appelé à plusieurs reprises sur le portable d'Alexandre. Anna. Ils acquiescèrent, prirent note. Leurs premières démarches furent de sécuriser l'hélicoptère, préserver les pièces, interroger les témoins présents et s'assurer que personne ne quitterait les lieux avant qu'une mise au point soit faite. Henrique fut invité à s'asseoir, calmement, tandis que 2 agents faisaient l'inventaire, photos, empreintes, prises d'objets. On empaqueta la petite rondelle dans une boîte de preuves. Le soin apporté à ce geste, apparemment banal, confirmait une vérité. Parfois les éléments les plus faibles pèsent le plus lourd devant la loi. La tension, jusque-là électrique, se transforma en une sorte de gravité contrôlée. Les techniciens, maintenant observateurs de la justice, ressassaient dans leur tête les implications. Si une main avait effectivement ôté cette pièce pour provoquer une panne au moment opportun, alors l'affaire dépassait les limites d'un simple accident. Alexandre se frotta le visage comme pour enlever la poussière d'un monde qui venait d'être dévoilé. Quand l'inspecteur interrogea Joan, le vieil homme s'exprima simplement, sans emphase. Il expliqua comment il avait enseigné à son fils la logique des mécanismes, leur patience commune, comment les manuels et les pratiques, pas des miracles, avaient forgé ce savoir. Il parla aussi de sa vie sous le pont, non comme d'une plainte, mais comme d'un constat. Les policiers prirent note. Ils notèrent également l'alignement entre le témoignage de Julinho et les traces sur la pièce. Dans le dossier,
Cette convergence comptait plus lourd que la véhémence d'une parole. Puis vint le moment où l'on contacta la centrale pour localiser Anna et stabiliser une procédure. Si les indices indiquaient une complicité, il fallait éviter toute destruction de preuves. Alexandre, bien que tourmenté, donna aux policiers une description d'Anna, son dernier lieu probable. Les informations furent transmises. La réalité judiciaire commençait à se déployer, mais la procédure restait humaine. Chacun reprenait son rôle, mesurait ses mots, pesait ses actions. Il y eut une séquence brève mais lourde de sens où Alexandre s'éloigna quelques pas. Il regarda Julinho et João travailler de leurs mains, et pour la première fois depuis des heures, son expression se transforma en quelque chose qui ressemblait à de l'admiration nue. Non un remerciement convenu, mais une reconnaissance qui touchait la part d'humain en lui. « Sans vous, j'aurais peut-être perdu bien plus qu'un contrat », murmura-t-il. Sa voix ne portait plus seulement l'écho d'un homme d'affaires, mais d'un homme qui venait de recevoir un miroir inattendu sur sa propre fragilité. L'officier en charge, qui avait suffisamment d'expérience pour distinguer la colère de la peur, fixa Henrique d'un regard froid. « Vous serez entendu officiellement. Pour l'instant, restez. » Ils emportèrent des fiches, prirent des photos, consignèrent les temps, et l'enquête fut lancée. Ce n'était pas une condamnation, mais c'en était une amorce. Alors que la police opérait, l'équipe de techniciens amorça les préparatifs finaux pour le vol-test. On avait besoin d'un essai au sol, d'une séquence de démarrage complète. Les checklists furent lues à voix haute, méthodiquement, et chaque case cochée calmait un peu l'esprit des présents. À la console, Julinho vérifia une fois encore la position de l'anneau, la tension des boulons, la course des câbles. João murmura « Respire, fais ce que nous avions prévu ». Ces mots étaient une encre. Puis le moteur prit complètement vie. La cabine vibra d'un grondement maîtrisé. Le rotor balaya l'air dans une colonne presque sacrée. Les yeux d'Alexandre s'embuèrent, non de peur, mais de la reconnaissance qu'il avait mis longtemps à entendre. Il fit un signe bref, presque protocolaire. João manipula les commandes avec le calme d'un homme qui retrouve une vieille mélodie. L'hélicoptère se souleva, léger comme si la ville expulsait en même temps ses doutes. L'essai fut concluant. L'appareil tiendrait pour un vol contrôlé. L'ascension jusqu'à la piste d'un petit aérodrome fut brève, mais symbolique. Ce n'était pas seulement une machine qui reprenait son vol. C'était une réparation de destin, une correction lente, mais possible. Alexandre regarda par l'ovale du hublot, serrant inconsciemment la main qu'il avait gardée libre. Il pensa au dossier, aux réunions, aux pourcentages. Mais une autre pensée, plus forte, se frayait un chemin, celle de la dette morale envers deux hommes qui n'avaient rien demandé et tout risqué. L'arrivée à la réunion, à l'heure stupéfiante, fut un moment d'écriture presque théâtrale. L'équipe d'Alexandre, d'abord incrédule, fut prise d'un mélange d'admiration et d'incrédulité. La porte s'ouvrit sur un comité de négociation déjà tendu. Alexandre, le costume froissé, entra avec une nouvelle assurance. La salle se tut un instant, puis les échanges reprirent, cette fois avec un arrière-plan nouveau, la preuve que ses décisions et la confiance qu'il accordait aux gens avaient changé. La réunion dura ce qu'elle devait durer. Les contrats furent signés, les phrases prononcées et les chiffres, cette langue froide de l'économie, furent alignés en colonnes. Mais derrière chaque poignée de main, Alexandre porta en lui le secret d'un regard, celui d'un homme qui a vu sa vulnérabilité et qui la transforme en humilité. Il paya ses dettes immédiates, salaire, réparation et surtout un geste public. Lorsqu'il eut l'occasion, il prit la parole devant son équipe. Les mots furent simples, mais leur poids fut réel. Il remercia, expliqua et proposa une mesure immédiate, une enquête interne et une transparence totale. Ce fut une annonce de principe, mais elle signifiait plus qu'une communication soignée. C'était une promesse. Pendant ce temps, le cours de la justice avait suivi sa route. Sur la base des éléments recueillis dans le hangar, la pièce, les témoignages, les écarts comportementaux de Henrique et des recoupements effectués par la police, conversations, transferts, comptes, un mandat fut émis.
Anna fut localisée à son domicile, à une distance passable de la société. Les agents sur le terrain trouvèrent des courriels, des enregistrements, des confirmations de manœuvres financières visant à tirer parti d'un faux échec. Face à ces preuves, le visage d'Anna se scinda entre colère et stupeur. Lorsqu'on l'informa qu'elle était convoquée pour des questions liées à une enquête sur malversation et complicité, elle tenta d'abord de nier, puis tenta de minimiser. Ce sont des suppositions. Il doit y avoir une erreur. Mais l'amas d'indices laissait peu d'espace à l'alibi. Elle fut amenée pour audition. Dans une salle, bureaucratique et froide, elle fit face à des officiers qui lui lisèrent ses droits. On ne chercha ni spectacle ni vengeance, juste la mise au jour des faits. Henrique, pour sa part, fut arrêté dès que la situation l'exigea. Sa tentative d'intimidation, son comportement suspect, les traces matérielles, tout convergeait vers sa responsabilité active. Les arrestations furent menées en respectant le protocole. Il n'y eut pas d'images humiliantes distillées aux caméras, seulement la marche régulière de la loi. La nouvelle fit rapidement le tour des bureaux et des réseaux. Les commentateurs s'emparèrent de l'affaire, certains réduisant les pièces humaines à du sensationnel, d'autres essayant de comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent l'avidité. Mais au centre restaient deux histoires humaines, celle d'un père tombé et d'un fils courageux, et celle d'un homme qui, même nanti, avait encore des angles morts. Après les procédures initiales, il y eut une audience préliminaire. Les charges retenues furent précises: tentative de sabotage, mise en danger de la vie d'autrui, complicité et actes préparatoires pour obtenir un avantage matériel. La procureure présenta les éléments saisis, la rondelle, les communications, les transferts. Henrique et Anna se défendirent. Leurs avocats cherchaient à relativiser. La Cour, attentive, prit une décision de détention provisoire sous caution pour certaines charges et prolongea l'enquête pour établir l'étendue réelle des faits. Les calendriers judiciaires se mirent en marche. Cela dit, la peine publique, souvent plus rapide que la justice, avait déjà commencé son travail d'ostracisme. Les visages des accusés furent d'abord un spectacle, puis furent attendus par un tribunal impartial. Au-delà de la salle d'audience, la vie de João et de Julinho prit une autre orientation. Alexandre, profondément marqué par l'humiliation qu'il avait ressentie, mais surtout touché par la compétence et la dignité du duo, ne se contenta pas d'un merci. Il proposa, devant témoins et avec une sincérité difficile à mesurer, de financer une remise à niveau pour João, la régularisation de sa situation et une formation officielle pour Julinho. Il offrit également l'accès à un espace pour monter un atelier de réparation adjacent au site de la société, où João pourrait employer ceux qui avaient besoin d'un travail stable. Ce geste fut à la fois pratique et symbolique. Il réparait non seulement des vies, mais une chaîne de confiance brisée. João, surpris, incertain, pesa chaque mot. Sa fierté n'était pas un obstacle, mais la peur d'être réduit à un rôle de charité l'étreignait. Alexandre lui proposa autre chose, un emploi avec responsabilité réelle, des conditions dignes, et l'autonomie pour monter un programme d'apprentissage qui porterait le nom de ceux dont la vie avait été transformée. « Je veux de la compétence, pas de la commisération », dit Alexandre. C'était un pacte entre égaux, un homme offrant une porte, un autre acceptant d'en franchir le seuil sans se perdre. La ville, curieuse, observa la suite. Le hangar, qui avait été théâtre d'un conflit, devint un point d'effervescence civile. Des journalistes demandèrent des interviews, certains manquèrent de respect, d'autres cherchèrent à comprendre. João préféra la discrétion. Il accepta l'aide, mais demanda qu'on commence par ce qu'il connaissait le mieux. Réparer, former, transmettre. Il rouvrit son kit d'outils comme on rouvre une parenthèse longtemps fermée. Julinho, quant à lui, fut inscrit dans une école technique soutenue par un fonds de bourse financé par Alexandre. Le garçon, qui avait pris la pièce comme un acte de résistance, trouva dans la formation une validation de ce qu'il était, pas un mendiant, mais un artisan du possible.
Les mois qui suivirent furent un tissage d'efforts. João passa par des examens de remise à niveau pour retrouver ses licences. Son dossier fut réexaminé à la lumière des nouvelles preuves qui disculpaient partiellement son passé. Certains organismes acceptèrent de revoir l'affaire en tenant compte de l'omission des accusateurs. La vérité, même tardive, ouvre parfois des portes. Alexandre soutint publiquement la requête de réhabilitation professionnelle de João, non comme une faveur, mais comme reconnaissance d'un savoir pratique qui avait sauvé des vies. La presse, qui aimait les grands récits, salua la posture, mais aussi interrogea la responsabilité sociale des élites. Dans l'atelier monté à côté du hangar, la vie reprit des couleurs. Des bancs de travail furent installés, des outils achetés, les manuels alignés. Julinho travaillait avec une assiduité presque joyeuse, ponctuant ses journées par des lectures techniques, des soudures, des ajustements. Il était encouragé, corrigé, formé, mais surtout respecté. Les anciens mécanos du hangar vinrent prêter main forte, certains avec gêne, d'autres avec une fierté honnête de revoir un savoir populaire retrouver sa place. Le lieu, autrefois espace de confrontation, devint école et foyer d'un savoir remis à neuf. La petite communauté qui gravita autour de João et Julinho fut variée. Quelques voisins, voyant l'initiative, offrirent des repas. D'autres donnèrent de vieux composants pour l'entraînement. Un organisme local pro posa l'idée d'un partenariat pour intégrer des jeunes vulnérables au programme de formation. Alexandre mit sur pied un fonds de bourse pour ces jeunes, non pour se laver la conscience, mais pour structurer une responsabilité qui disait « Nous avons été témoins d'une injustice et nous y répondons concrètement ». La question de la responsabilité d'Anna et de Henrik suivit son cours judiciaire. Les preuves et les oreilles attentives de la justice prirent le relais des pressions sociales. Les avocats parcoururent des actes, les témoins jurèrent, et la procédure, lente et profonde, chercha les mobiles, les méthodes, les complicités. Les mots « avantage » et « calcul » furent mentionnés, comme on décrypte une stratégie. Les peines, si elles venaient, seraient décidées par la loi. Ce qui était certain, c'est que la vie des accusés ne retrouverait pas son trivial anonymat. Pour Alexandre, la transformation ne fut pas uniquement publique. Sa relation avec Anna fut ébranlée à jamais. La découverte de la manipulation avait creusé une faille qui ne se limitait pas à la sphère des affaires. Elle condamnait une confiance intime. Les discussions furent rudes, empreintes de reproches et de constats tirés au clair. Au fur et à mesure, la relation se vida de ses faux accords. Alexandre choisit la transparence dans la sphère publique et la vérité dans la sphère privée. Il mit fin à certaines affaires où l'ombre d'Anna demeurait. Il ne chercha pas la revanche, il chercha la cohérence. La réhabilitation de João prit la forme d'un acte administratif d'abord, puis d'un acte social. Il fut invité à superviser l'atelier, à former une première cohorte de jeunes techniciens et à enseigner la rigueur que la vie lui avait imposée. Sa renommée, locale d'abord, gagna ensuite des cercles professionnels. On vint le voir non pour lui offrir des rôles décoratifs, mais pour le consulter sur des réparations délicates. Il accepta les projets qui respectaient sa dignité et refusa ceux qui cherchaient seulement l'effet médiatique. Julinho, assis un soir sur une caisse en bois, regarda la ville et sourit d'une manière qui n'avait plus rien de la modestie forcée d'avant. Il avait appris avec son père à ne plus se contenter d'attendre. Il s'était donné l'outil du savoir. Sa route n'était pas encore tracée, mais elle commençait à être pavée. Il étudiait les manuels et racontait à ceux qui voulaient entendre comment la pièce minuscule avait détourné le destin d'être parfois puissant. Il était invité dans des écoles, parfois pour parler, mais surtout pour montrer la mécanique n'est pas uniquement une technique, c'est aussi une manière de se tenir au monde. L'épilogue de cette histoire fut jalonné de petites scènes, qui cumulées racontèrent une grande vérité. Une plaque fut inaugurée à l'entrée de l'atelier. Atelier João et Julinho, savoir et dignité. Alexandre, au micro, parla d'un monde où la compétence silencieuse mérite d'être entendue.
Il confia publiquement que l'orgueil coûte cher et que la vigilance et la solidarité restent des remparts contre la manipulation. Il ne fit pas cela pour se donner bonne conscience, mais parce qu'il avait compris que la société, pour être saine, doit reconnaître les talents là où ils se trouvent. La vie reprit son cours, mais les rapports humains avaient changé. Antoine, l'un des techniciens sceptiques, vint demander à João des conseils pour réparer un composant défaillant dans son propre véhicule. Il l'appela « maître », avec un mélange d'ironie et de respect. Des familles, plus loin, envoyèrent leurs enfants au programme de formation, espérant que l'exemple donné par Julinho ouvrirait des portes. La ville, qui aime les récits de bascule, conserva le souvenir d'un cri dans un hangar et d'un homme petit, poussiéreux, courageux, qui avait tenu entre ses doigts une preuve et une promesse. On n'effaçait pas les blessures d'un coup. Les dossiers judiciaires du couple Anna-Henrique prirent leur cours. Les juges rendirent leurs décisions selon les preuves et le droit. Il y eut des condamnations, des amendes et des peines proportionnées. Mais l'essentiel, pour la mémoire collective, fut peut-être ailleurs, dans la manière dont la dignité de deux hommes avait été retrouvée. La justice n'était pas uniquement punitive, elle devait aussi permettre la réparation et la prévention. Alexandre, quelques mois plus tard, organisa une journée portes ouvertes à l'atelier. Il n'y vint pas pour être photographié, mais parce qu'il avait besoin de voir le travail se poursuivre. Il observa Julinho expliquer, patient, comment ajuster une tolérance, et vit João corriger un geste comme un professeur corrige une posture. Le milliardaire, désormais moins pressé, prit conscience d'un détail. Sa richesse ne l'affranchissait pas de l'humilité. Il décida d'instaurer dans sa compagnie une bourse permanente en l'honneur des artisans qui, souvent, sauvent des vies sans mots pompeux. La dernière image que la ville garda fut modeste mais parlante. Julinho, un matin d'été, serrant la main d'un jeune apprenti qui venait de réussir son premier montage, souriant d'un sourire franc, tandis que João, en arrière-plan, remettait un outil à un collègue. Les hélices d'un hélicoptère passèrent dans le ciel, comme pour rappeler que certaines routes, quand on les reprend au bon rythme, permettent de revenir. La conclusion n'était pas une sentence définitive, mais une leçon. La valeur réelle d'une personne ne se mesure pas à l'habit ni au statut, mais à ce qu'elle sait faire et à la façon dont elle tient sa dignité face à l'adversité. L'humilité et la compétence silencieuse finissent par triompher. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que les plus petits gestes ne changent rien. Dites-nous en commentaire un moment où une personne inattendue vous a surpris par son talent. Et si vous aimez ces récits qui rendent foi en l'humanité, abonnez-vous pour la prochaine histoire. Il y en aura d'autres, tout aussi improbables et nécessaires.